Salutations YouTube, salutations la communauté des rôlistes, les fans de Donjons et Dragons, bienvenue sur cette vidéo. Alors, cette vidéo, si vous êtes arrivé là par hasard, hein, voilà, je vous précise un peu de quoi il retourne. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un compte-rendu de partie concernant le manoir des Lamentations, qui est un scénario Ravenloft qui est proposé donc dans le guide Van Richten, le guide de Van Richten c'est Ravenloft, je vais y arriver, et qui est proposé donc à la fin comme une initiation à ce setting très très particulier, setting d'horreur gothique dans Donjons et Dragons. Donc j'ai produit déjà 2 vidéos que vous pouvez aller voir hein, si ça vous branche. Je vais mettre un lien, alors non pas là, parce qu'à chaque fois je me trompe, mais c'est inversé. Un lien qui va apparaître juste là au-dessus et qui va vous envoyer vers la petite playlist que j'ai créée et qui rassemble un petit peu toutes les vidéos concernant Ravenloft, concernant l'horreur gothique et concernant donc le manoir des Lamentations. Donc j'ai fait jouer ce scénario, ça y est. Il nous a fallu 3 sessions d'à peu près 2h30, 3h chacune pour en venir à bout, et je vais pouvoir vous raconter un petit peu ce qui s'est passé tout en vous disant, mais ça vous le savez déjà si vous êtes membre du groupe Facebook Jeux de Rôle Passion. Vous savez déjà que le groupe est mort. Voilà, les 5 personnages, enfin 4 sur 5 sont morts. Sylvain Soumis était absent malheureusement, il jouait le alphelin clair d'Ezra. Il n'était pas là ce jour-là, donc on a joué son perso en PNJ, et c'est le seul à avoir survécu en fuyant dans la brume. Je vais vous raconter un petit peu tout ça, mais sinon c'est quasiment un typiqué total party kill, vous savez, une annihilation totale du groupe dans des circonstances absolument dramatiques que je vais vous raconter. Alors 2-3 petites choses avant d'attaquer et de rentrer dans le vif du sujet. La première, merci infiniment d'être aussi nombreux, puisque là on dépasse, je regardais le compteur, on dépassait 3400 abonnés sur la chaîne YouTube. Franchement c'est top, c'est vraiment génial. Je suis content des commentaires que vous me laissez, c'est très encourageant, ça donne vraiment, ça met vraiment du baume au cœur, ça donne envie de faire encore mieux, de faire les choses avec encore plus de temps, de passion, d'énergie. Pour ce faire, j'ai créé une cagnotte Tipeee. Voilà, vous connaissez peut-être le principe, hein, c'est une cagnotte toute simple sur laquelle vous allez pouvoir aller participer et verser quelques euros, le montant que vous voulez, que vous pouvez. Vous n'êtes pas sans savoir que les revenus publicitaires sont quasi inexistants. On est loin des méga chiffres faits par les youtubeurs professionnels dont on entend parler à la télé. Non. Pas du tout les amis, on est raté pâquerette, ça se mesure en centimes ce que YouTube reverse pour la création des contenus. Alors je ne suis malheureusement pas au niveau des chaînes telles que Roll and Play, Fibre Tigre, etc. qui peut-être arrivent à dégager un revenu substantiel de leurs vidéos. Moi, pas du tout. Tout ce que je produis ne rapporte que quelques centimes, quelques euros par mois. C'est vraiment dérisoire, je vous assure. Il n'y a même pas de quoi payer un paquet de cigarettes si toutefois j'étais fumeur. Bref, si vous voulez m'aider, si vous voulez me filer un coup de main pour faire perdurer la chaîne, comme l'ont déjà fait certains, hein, merci Fabien Rivera, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à l'occasion de Octogone. Merci pour ta participation et qui m'a donc fait un don assez sympa, assez généreux sur cette cagnotte. Donc voilà, je vais pas insister 150 ans là-dessus, je vais pas faire le relou. Vous voulez me filer un coup de main, vous aimez ce que je fais, vous aimez ce que vous voyez, ça vous aide, vous voulez m'encourager un petit peu, écoutez, n'hésitez pas à aller glisser quelques euros dans cette petite cagnotte rôliste pour la chaîne. Parce que bien entendu tout est réinvesti dans la chaîne, que ce soit de l'éclairage, une nouvelle petite ring light, que ce soit la Brio 4K dont je viens de faire à l'acquisition. Voilà, tout ça me permet de faire vivre la chaîne. Bon voilà, je referme cette petite parenthèse et on va rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo. Vous êtes prêts ? Asseyez-vous, installez-vous bien, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, je vais vous expliquer comment ça a fonctionné et comment ça se fait que le groupe y est quasiment resté dans son intégralité. Voilà, mettez-vous à l'aise, c'est parti. Je devine que vous êtes nombreux à attendre également le lien qui vous permettra de télécharger la feuille de personnage que Sylvain Soumis a très gentiment dessiné pour Ravenloft, parce que je vous rappelle que le manuel, le guide Van Richten ne propose pas de feuille de personnage adaptée au setting, et c'est tout à fait dommage. Donc écoutez, Sylvain qui a quand même une chouette patte, hein,
parce qu'il est quand même tatoueur de profession, et en a dessiné une, et j'ai sa permission pour partager cette feuille de personnage. Alors vous allez avoir un lien quelque part pendant la vidéo qui va s'afficher, et oui, bande de petits malins, vous croyez que je ne vous connais pas, hein? Donc non, j'ai glissé un lien quelque part dans la vidéo, et je vais vous donner un indice, vous qui êtes rôliste, je pense que vous allez aimer ça. Pour trouver l'emplacement de ce lien, eh bien je peux vous dire qu'il se trouve à l'emplacement où se manifeste le chiffre de la bête. Bon voilà, c'est pas très compliqué en même temps, hein. Mais si vous êtes intéressé, vous pourrez du coup télécharger gratuitement cette feuille de personnage, la printer, et puis on va remercier une fois de plus très chaudement Sylvain Soumis pour cette feuille de perso, dont il a fait le recto, dont il m'a dit qu'il ferait certainement le verso dès qu'il aura un petit moment, et pareil, je vous la mettrai en téléchargement gratuit, bien sûr, sur la chaîne. Voilà, merci Sylvain. Je voudrais démarrer la première partie de cette vidéo, de ce compte rendu, en vous parlant de ce que j'ai dit dans la première vidéo sur le manoir des lamentations, ce que je comptais faire et que finalement j'ai fait autrement. Hein, voilà, il y a des fois, voilà, on a des plans, on se projette, on se prépare, et puis en fin de compte, on a des idées de dernière minute, où on se rend compte sur le coup, à chaud, que ça le fait pas, et donc on s'adapte. Alors par exemple, je vous disais que je photocopiais les fiches de perso, les fiches de monstres. En fait non, je les ai pas photocopiées parce que en réalité, je vous ai dit une bêtise, je m'en suis rappelé après, mais je dispose des cartes. Voilà, vous voyez les cartes, c'est le même format, c'est ce qui est produit par Gale Force 9. Alors c'est qu'en anglais, hein, je crois que ça n'a pas été traduit en français, mais voilà, vous avez des cartes avec donc d'un côté l'illustration du bestiaire, et de l'autre vous avez les caractéristiques techniques. C'est super pratique, ça évite d'avoir à faire des photocopies. Je glisse tout ça dans une petite pochette plastique, et du coup je me promène avec mon bestiaire perso pour le scénar, et c'est hyper pratique. Je sais pas si vous utilisez ça vous déjà. Beaucoup de gens utilisent les cartes de sorts, et qui elles ont été traduites, même si vous lisez pas l'anglais, sincèrement c'est un niveau qui est très très simple. Donc voilà, je n'ai pas fait de photocopie, sauf pour les monstres qui figurent dans le guide Van Richten, comme les désossés par exemple. Peut-être que Gale Force 9 proposera des cartes spécifiques pour le guide Van Richten sur Ravenloft. À ce jour, je n'en ai pas vu. Concernant la technique, j'ai utilisé un super écran. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je n'ai pas utilisé l'écran de Donge, ni celui de Curse of Strahd. J'ai utilisé celui-là, regardez, c'est un très très bel écran. Ce que j'aime dans cet écran, c'est qu'il est neutre. C'est un écran qu'on peut utiliser pour tous les jeux de rôle qui sont basés un petit peu sur l'occulte ou sur l'ambiance un petit peu terrifiante, tout ça. Alors c'est un écran qui est prévu à la base pour Journey to the Tree of Sorrows, que je ne connaissais pas du tout, et dont j'ai fait l'acquisition à Octogone 2022 à Lyon, auquel je me suis rendu là récemment, sur la super boutique de Christophe Pavillon, que je salue chaleureusement, et qui vend donc tout un tas d'accessoires pour les rôlistes, pour les maîtres de jeu. J'ai acheté une petite tour AD que vous voyez là sur mon étagère là derrière, qui représente une auberge en ruine, qui est franchement super sympa. Pareil, je vous mets un petit lien là, hop là, vous voyez, voilà, je vous mets un petit lien par ici, si vous voulez aller jeter un œil sur la boutique de Christophe Pavillon pour aller voir un petit peu tout ce qu'il propose. C'est vraiment super, de quoi ambiancer, c'est parti. Donc voilà, je lui ai acheté cet écran, et c'est celui que j'ai utilisé finalement pour Ravenloft, pour ma partie de Ravenloft, parce que ceux de Donge sont trop donjonesques à mon goût. Donc celui-ci, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de logo, il n'y a rien du tout, il est très sobre, et en même temps il campe une super ambiance. Donc très très bien. Côté accessoires encore. Alors, je vous avais expliqué les déboires que j'avais eus avec la table Ouija, la table des esprits. Hein. Voilà, donc je m'en suis servi, hein, l'effet a été super, je m'en suis servi lors de la première partie, mais en fait,
on se rend compte, comme je le pensais et comme je le dis dans ma première vidéo, que ce sont des accessoires qui ralentissent le temps de la partie. Alors c'est un super effet, c'est un effet buff la première fois que vous le sortez, un peu comme des figurines ou un magnifique décor que vous dévoilez à vos joueurs. Mais une fois que cet effet est passé, on se retrouve avec un accessoire qui est un petit peu long, puisque à chaque fois que les aventuriers, que les joueurs interrogent l'esprit, il faut attendre que on ait déplacé la goutte sur la table des esprits, etc. Donc c'est un petit peu long et en fin de compte ça devient un peu contre-productif. En tout cas, moi j'aime instaurer un certain rythme dans mes parties, et il faut savoir que c'est le genre d'accessoire qui ralentit de façon très très notable le rythme. Voilà pourquoi j'ai utilisé la table des esprits la première fois, et ensuite j'ai fait en sorte que l'esprit avec lequel il conversait se manifeste par le biais d'Agatha, qui est le PNJ qui restait avec eux dans le parloir. Donc en fait, je faisais en sorte, si vous voulez, que l'esprit prenne possession du corps d'Agatha et donne des réponses. C'était beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide, beaucoup plus dynamique que l'utilisation de la table Ouija. Donc, alors après, on a chacun notre style de maîtrise. Peut-être que vous, ça ne vous posera aucun problème, ce ralentissement de rythme. Mais pour ma part, c'est gênant. Donc, super effet la première fois que vous le sortez, c'est vraiment excellent. Et puis allez voir ma vidéo si vous ne l'avez pas vu, parce qu'il y a un piège dans la conception, un piège d'échelle, une erreur d'échelle que Wizard of the Coast a commise dans la conception de la table de spiritisme et de la goutte. Donc tombez pas dans ce piège, allez voir la vidéo, je vous explique un petit peu comment y remédier et comment faire en sorte que ça marche. Donc première fois que vous le sortez, waouh, super, effet buff, bingo, réussi. Ensuite, hop, je l'ai laissé sur la table comme un accessoire de décor, et je suis passé en mode roleplay avec Agatha. Donc voilà pour les accessoires. Oui, alors il reste à parler du plateau. Alors j'ai utilisé mon plateau Velleda comme d'habitude, mais une fois de plus, le problème avec le plateau Velleda, c'est comme on peut pas simuler ou très difficilement simuler le brouillard de guerre, on dessine à main levée. Ça peut amener à commettre des erreurs par rapport au plan, parce que si vous dessinez en ayant le plan à la main, ça vous demande une certaine concentration, et tout de suite ça fait un break dans l'ambiance. Le problème, c'est que Ravenloft, c'est un setting d'ambiance encore plus que les autres. C'est un setting d'ambiance. Donc je ne supporte pas, un petit peu comme quand je maîtrise l'appel de Cthulhu, je ne supporte pas tout ce qui peut briser cette ambiance, cette immersion. Et le fait de tenir sa feuille comme ça, de plan, et de dessiner sur le Velleda comme ça au fur et à mesure, en essayant d'être très précis, parce que la maison a des interconnexions, les salles ont des interconnexions avec des portes, etc., c'est extrêmement pénible, Voilà pourquoi je vais vous expliquer comment je ferai jouer ce scénario la prochaine fois que je le proposerai à un autre groupe de joueurs. Le coup du plan, pour tout vous dire, lorsque les aventuriers ont un petit peu exploré l'ensemble du rez-de-chaussée, du premier étage, je leur ai dessiné, en fait, pour la dernière session, je leur ai dessiné sur un papier, une feuille volante, comme ça, le plan, qui était beaucoup plus simple, qui était déjà posé, et donc ils ont navigué sans déplacer les pions dans les différentes sections. Et en fait, je n'ai dessiné que la toute dernière salle, le sous-sol, là où se trouve l'entité. Là, oui, j'ai sorti le Velleda, parce que c'était important, on a mis les pions et pas figurines, pour une raison que j'explique aussi dans ma vidéo précédente. Et là, ça a très très bien marché. J'ai pu conserver leur attention, j'ai pu conserver le rythme, j'ai pu me concentrer sur l'ambiance. Et là, ça a plutôt bien marché. Donc voilà pour ce qui est des accessoires. Je n'ai rien changé d'autre à ce que je proposais dans la première vidéo de présentation. Et maintenant, je vais vous raconter comment ça s'est passé et quelles difficultés j'ai rencontrées dans la maîtrise de ce scénario. Alors oui, le scénario propose que les aventuriers rencontrent un groupe de PNJ qui est déjà présent dans la maison, et vous avez le choix entre plusieurs PNJ qui sont décrits dans le guide Van Richten. Notamment, il y a tout simplement le célèbre Van Richten qui peut être là. En fait, ce PNJ est censé servir d'intermédiaire entre les aventuriers et les esprits de la maison. Et c'est ce PNJ également qui est censé donner un petit peu le rythme de progression en donnant des suggestions aux aventuriers. Donc c'est un petit peu, voilà, votre interface dans le jeu pour pouvoir un petit peu guider les aventuriers dans leur exploration de la maison. Alors moi, plutôt que de prendre un des PNJ qui sont des PNJ un petit peu badass déjà, qui sont décrits dans le guide Van Richten, j'ai choisi d'utiliser un PNJ qui est proposé dans le scénario et qui est la servante
de Theodora Alvrest, et qui n'est autre donc que Agatha, qui est censée être morte, mais que j'ai choisi de garder parce que c'est un PNJ qui est, ma foi, plutôt faiblard, dont les aventuriers au départ ne devraient pas se méfier justement, et qui en même temps justement par cet aspect-là peut un petit peu titiller des questions de la part des joueurs. Si vous faites intervenir un des PNJ qui sont proposés, eh bien ce sont des PNJ qui ont déjà une carrière de chasseurs de fantômes, etc. Bref, ils sont un peu plus badass que les aventuriers, et je n'aime pas trop qu'un PNJ vienne occulter comme ça le groupe, hein, en fait. Je trouve que ça met les aventuriers et les joueurs donc au second plan. Je n'aime pas trop ça. Alors j'ai utilisé Agatha, tout simplement. Pourquoi pas? Et c'est donc Agatha la servante, qui a utilisé la table des esprits, et en même temps elle a donc connu Theodora Alvrest, et donc par son biais j'ai pu dévoiler quelques éléments de l'histoire, raconter donc aux aventuriers que c'est Agatha qui s'occupait des enfants, etc. Voilà, donc elle a pu leur parler un petit peu de la maison, de la venue de Theodora Alvrest, de son époux et de ses enfants. Donc ça m'a donné un PNJ vraiment très 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 utile. Ça, c'est une des premières modifications que j'ai faites dans le scénar. Constitue-toi un trésor de vidéos d'astuces, de conseils et d'infos en t'abonnant à la chaîne. Alors ensuite, il faut reconnaître, et je tire mon chapeau à mes joueurs qui ne le savent pas, qui vont peut-être le découvrir en regardant cette vidéo. J'ai fait jouer le scénario en mode sans concession, parce que moi j'aime lorsque les aventuriers lorsque les joueurs, ma foi, prennent des décisions importantes, des décisions engageantes. Et on ne peut faire ça qu'en les sortant de leur zone de confort. Donc, je ne suis pas du style, si vous voulez, à équilibrer les rencontres, à veiller à ce que ça soit bien équilibré, que l'opposition soit bien du niveau des PJ, etc. Non, ça, je m'en fous. Je sais que la plupart des bons souvenirs, des excellents souvenirs de parties sont issus de parties où justement l'opposition était écrasante, et où les aventuriers, les joueurs ont dû faire preuve d'énormément d'imagination. Il a fallu qu'ils mobilisent toutes leurs ressources, mais pas seulement les ressources de leurs personnages, pas seulement les chiffres qu'il y a sur leur feuille de personnage, mais leurs ressources intellectuelles, leurs ressources créatives. Et pour ce faire, il faut les sortir de la zone de confort, de la feuille de personnage. Donc, lorsque les aventuriers pendant la partie sont arrivés au niveau 3, après l'exploration du premier étage, après la fin de l'exploration du premier étage, parce que j'ai accéléré en fait le scénario sur la fin, je vais vous expliquer pourquoi, eh bien, la plupart, vous le savez, ont des choix à faire en matière de spécialisation. Eh bien, je n'ai accordé ce choix de spécialisation qu'à Seb, qui jouait donc un roublard, qui jouait Monsieur Blight, sorte de vampire, auquel j'ai accordé le fait qu'il puisse choisir donc sa spécialisation d'assassin. En revanche, le paladin, le guerrier, l'ensorceleur, l'ensorceleur, je l'aurais refusé parce que pour moi, il n'y a pas d'explication cohérente à ce que, au beau milieu de l'exploration d'un manoir, ces personnages, tout à coup, se retrouvent à pouvoir faire des acrobaties, des spécialisations qu'ils ne savaient pas faire 2 heures avant. Voilà. Donc, je mets la cohérence toujours au premier chef, et ça ne me gêne pas que le roublard s'entraînait peut-être à ces techniques d'assassinat depuis longtemps, et qui finalement finit par les perfectionner au beau milieu de cet endroit dangereux. C'est pas très gênant. En revanche, que tout à coup le guerrier se mette peut-être à pouvoir lancer des sorts s'il devient occultiste, ou à utiliser des techniques avancées s'il choisit maître de guerre, etc. Bon, voilà, ça me gêne un peu plus. Donc ils ont joué sans une partie des avantages qui sont donnés par la spécialisation de leurs différentes classes. Rien que pour ça, donc le niveau de difficulté du scénario a été augmenté, ils l'ont quand même joué jusqu'au bout. Ils en sont morts, certes, mais vous verrez que les raisons de leur mort n'ont rien à voir avec ces capacités-là. Ils ont commis des erreurs un petit peu stratégiques, un petit peu tactiques, et même s'ils avaient eu les capacités spéciales de leur spécialisation, ça n'aurait rien changé. Donc, voilà. Je vais vous faire un aveu, les amis. Je n'aime pas le crawling extensif à Donjons et Dragons. Je n'aime pas ça, de façon générale. Passer des heures et des heures à dessiner des couloirs avec des portes et derrière des pièges, des monstres.
Je n'aime pas ça. À la limite, s'il y a un jeu auquel j'apprécie ce mode, eh ben, c'est à Dungeon Crawl Classics. Mais parce que c'est le cœur de la proposition de ce jeu. Et là, voilà, c'est amusant, on rassemble des aventuriers, on va jouer un petit peu à l'ancienne, quoique j'apprécie pas forcément cette expression parce que je commençais à jouer il y a 30 ans à peu près, et même à l'époque, le crawling, c'était pas forcément le mode de jeu par défaut des joueurs de Donjons et Dragons, en tout cas pas ceux que j'ai côtoyés, qui étaient tous beaucoup plus âgés que moi, vous vous en doutez. Bref, je n'aime pas tant ça parce que c'est long, parce qu'au bout d'un moment il y a une certaine lassitude qui s'installe, parce que forcément on retombe sur des moments où on se met juste à lancer des dés en fait, pour résoudre des process, j'ai de perception, j'ai de discrétion, j'ai d'attaque, enfin bref, on perd un petit peu l'essence de ce qu'est le jeu de rôle, et là en l'occurrence de Ravenloft, à savoir l'ambiance, et l'ambiance. Surtout dans ce setting-là, je trouve qu'on peut difficilement la garder vivante. C'est une flamme qu'il faut alimenter, qui est très exigeante. Et on peut difficilement la garder le temps d'une exploration aussi longue. Donc j'ai sciemment raccourci le scénario, et donc fatalement j'ai raccourci l'évolution des aventuriers. Pour tout vous dire, ils n'ont pas exploré le deuxième étage de la maison. Il y avait eu déjà suffisamment de matière intéressante entre la sorcière des cheminées qui les a rendus dingues parce qu'elle apparaissait dès qu'elle le pouvait. Elle a essayé de les tuer à chaque fois qu'elle l'a pu, mais tout en leur parlant de façon très amicale la fois d'après. Mais vous allez vraiment m'aider? Je suis prisonnière de cette maison. Si vous en détruisez le propriétaire, oui, la chose qui la possède, je deviendrai libre, alors je vais vous aider. Tenez, j'ai préparé un gâteau et je vous le laisse dans la cheminée, régalez-vous. Il va vous redonner des forces. Donc voilà. Ils se sont retrouvés avec une sorcière qui, dès qu'ils étaient dans le noir, essayait de les buter, et qui, lorsqu'ils étaient face à elle et qui lui avaient mis quelques coups d'épée pour la calmer, s'attendrissait et leur a laissé un fondant au chocolat dans la dans la cheminée, quoi. Donc, ils savaient pas trop comment réagir avec cette créature. Vous voyez, il y avait déjà tellement à faire avec tous ces éléments que oui, ils ont eu affaire également aux enfants de Theodora Alvrest, qui sont incarnés dans leurs jouets, et qui les ont observés pendant leur exploration du premier étage, et avec laquelle ils ont interagi. Alors, il y avait suffisamment à faire, et c'était beaucoup trop long pour moi, à mon goût, d'aller jusqu'au deuxième étage, au second étage. Ça, c'est une autre de mes façons de faire. Avant de commencer, j'avais prévu que cela ne durerait pas plus de 3 sessions. À partir du moment où je me fixe ce délai de 3 sessions, je me mets à jour à la fin de chaque session pour voir où on en est de l'évolution du scénario. Je ne veux pas qu'il soit trop long, je veux que ce soit intense, je veux que ce soit ramassé, je veux qu'il y ait suffisamment d'événements intéressants pour qu'il ne soit pas dilué dans une somme de moments inutiles. De cette façon, je suis à peu près sûr que toutes les pièces que les joueurs ont explorées ont un sens et qu'ils en conserveront un souvenir, plutôt que pléthore de salles et de pièces, mais somme toute insignifiantes. Donc, à la fin de ma session 1, j'ai vu où ils en étaient, ok. À la fin de ma session 2, j'ai vu que très vraisemblablement, ils n'auraient pas le temps d'explorer encore en 2 heures l'ensemble de ce qui restait à voir dans la maison. Donc, j'ai décidé de faire intervenir Dalk Dranzorg, le grand pourri, qui est apparu et qui les a attaqués. Alors, on a eu 2 super scènes et ça a précipité la fin. Voilà, je vais vous raconter comment. Et oui, parce que Dalk Dranzorg peut apparaître en fin de compte à peu près quand il veut. Donc, j'ai utilisé le biais de Agatha, dont je vous rappelle que c'est le PNJ que j'ai choisi, moi, pour servir d'intermédiaire entre les esprits et les joueurs. J'ai utilisé Agatha, qui a été, au début de la 3e session, possédée par Mara Silvra, qui a été assassinée, enfin, qui est morte dans la maison. Mara Silvra, donc, qui leur a dévoilé le reste de l'aventure, le reste du scénario, de ce qui s'est passé et qui leur manquait. Donc, grâce à Mara Silvra, eh bien, ils ont eu l'intégralité des événements funestes qui se sont déroulés, et ils ont appris donc qu'il leur fallait l'armure de Mara Silvra qui se trouve au sommet de la tour pour avoir une chance d'affronter Dalk Dranzorg. Et dès lors,
paf, j'ai fait intervenir Dalk Dranzor pour provoquer une sorte de course contre la montre pour la fin. Donc, ils se sont retrouvés à devoir se hâter au sommet de la tour pour récupérer l'armure, avec Dalk Dranzorg sur le dos, et par la suite, ils ont dû descendre au sous-sol de la maison à la recherche de l'épée de Mara, afin d'avoir une chance de vaincre Dalk Dranzorg. Alors on a eu des scènes de combat qui étaient vraiment chouettes, mais qui du coup étaient ultra complexes pour eux parce qu'ils se sont séparés. Eh oui, vous le savez, never split the party, ne jamais séparer le groupe. Bon, ça se tient la plupart du temps, mais pas toujours. Là, en l'occurrence, comme on était dans une course contre la montre et que les aventuriers ont impliqué plusieurs monstres à la fois, il devenait nécessaire pour eux de se séparer, effectivement. Donc pendant que le paladin courait comme un dératé jusqu'au sommet de la tour pour aller récupérer l'armure qu'ils avaient localisée auparavant, le reste de la bande était au pied de la tour, et donc aux prises avec deux désossés, deux créatures, deux morts-vivants qui sont décrits dans le guide Van Richten. Ça nous a donné un combat absolument terrible, pendant lequel le paladin est tombé, en fait, avec Dalk Dranzorg qui était accroché à lui. Donc il a chuté de l'escalier, j'ai fait les dégâts, j'ai calculé les dégâts en les partageant en deux, en les divisant pour le paladin, parce qu'en fait, il a chuté sur Dalk Dranzorg, et en revanche, Dalk Dranzorg, je lui ai mis plein pot des dégâts. Donc en fin de compte, ils se sont débarrassés de Dalk Dranzorg à la suite de cette chute, et tant mieux parce qu'il était en train de vraiment les mettre à mal les uns après les autres. Et on a eu un final sur ce combat qui était super intéressant, super intense, parce que le groupe était blessé, avait encore quelques ressources, Dalk Dranzorg était défait, mais on sait pas pour combien de temps. Je pense que mes joueurs avaient bien compris que ça n'était qu'un répit temporaire, donc ils ont mis à profit ce temps pour se rendre dans les sous-sols à la recherche de l'épée. C'est là que donc Mara leur a expliqué que non, Dalk Dranzorg n'était pas vaincu définitivement, que le seul moyen de le vaincre, c'était de revêtir l'armure, de trouver son épée et de l'affronter. Et c'est là qu'on a eu droit au dernier épisode du scénario. Pendant leur exploration de la maison, les aventuriers ont mis la main sur le pendentif qui était caché dans la maison, lequel pendentif permettait d'obtenir un avantage dans le combat contre l'entité qui est cachée sous la maison. Donc ils se sont retrouvés dans le sous-sol. Alors après des chutes absolument dramatiques pour atteindre cet endroit où ils ont perdu énormément de points de vie, enfin c'est dingue, les chutes à cet endroit-là leur ont coûté beaucoup de points de vie, et lorsqu'ils sont arrivés donc dans le sous-sol et qu'ils ont découvert l'entité prisonnière de sa gang, les ombres se sont manifestées et le combat contre les ombres a commencé. Là il fallait faire vite, il fallait brandir le pendentif, mais malheureusement les joueurs n'ont pas eu cette chance-là, et il faut savoir, je peux vous dire qu'ils ont eu une déveine absolument incroyable. J'ai rarement vu ça, des jets mais pourris, de jets pourris, qu'ils aient l'avantage ou pas l'avantage, ça n'a servi à rien. Et en revanche, moi de mon côté, par exemple, l'une des ombres, j'ai fait un 20 net. Il faut savoir que les ombres pompe en fait des points de force, c'est surtout ça, c'est un des 4 plus 2 points de force. Donc là le joueur en question sur un 20 net, et je crois que c'est Sébastien avec Mr. Blight, a perdu tous ses points de vie, quasiment l'intégralité de ses points de force, bing, mort, et à partir de là, vous savez, c'est la spirale infernale qui s'engage. À partir du moment où un des membres du groupe tombe, et ma foi, là, ça augure rien de bon pour le reste de la bande. Donc ils n'ont pas brandi ce pendentif, ils n'ont pas du coup ils n'ont pas pu imposer le désavantage aux attaques de l'entité et aux attaques des ombres, et ils sont tombés les uns après les autres, victimes des ombres. En fin de compte, ils n'ont pas eu le temps de comprendre comment gérer cette ultime rencontre. Alors Sébastien Soumy, avec son clerc d'Ezra, aurait été bienvenu à cet endroit-là. Il n'y était pas, parce qu'un peu plus tôt dans la maison, le clerc s'était changé, c'est un lycanthrope, je vous rappelle, il est devenu Ragarou en affrontant le Périton qui était dans le hall d'entrée. Lorsque la maison s'éveille, la statue de Périton prend vie, et en fait j'ai neutralisé en grande partie le Périton, qui allait faire vraiment mal aux aventuriers. Je l'ai neutralisé
en leur enlevant eux aussi un joueur, en leur enlevant un aventurier, ce qui fait que le Périton a été vaincu. Je n'ai pas joué au plein de ses capacités, mais en contrepartie, eh bien le personnage de Sylvain, qui de toute façon était absent, a fui ensuite dans la brume autour de la maison et on ne l'a pas revu à la fin du scénario. Donc il aurait été très très utile, vous vous en doutez bien. Donc voilà, ainsi ont péri les 4 aventuriers ils sont maintenant, leurs esprits sont maintenant les prisonniers du manoir des lamentations. Malgré tout, j'ai questionné mes joueurs, malgré cette fin funeste, tout le monde s'est super bien amusé parce que j'ai pu instaurer un rythme effréné, un rythme qui les a vraiment poussés à agir vite, et ça associé à la musique adéquate, à quelques bruitages, au fait que je n'ai pas perdu mon temps à dessiner sur la fin, à dessiner donc les salles, etc. J'ai pu me concentrer sur l'ambiance et du coup ça nous a donné une partie vraiment très 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 réussie. Alors, outre ce que j'en dis dans la première vidéo consacrée au manoir des lamentations, la difficulté principale de ce scénario tient dans la diffusion de l'information. Les aventuriers arrivent dans un manoir dans lequel il s'est passé tout un tas d'événements. Et vous allez avoir comme seul outil pour diffuser ces informations-là, eh bien, les apparitions, les cauchemars, donc ça va être essentiellement des allusions. Donc, je pense que pour vraiment le réussir, et ce que je ferai la prochaine fois que je le maîtriserai, eh bien, c'est de prévoir en amont quelle partie de l'histoire vous allez révéler et dans quelles circonstances. C'est-à-dire que je choisirai en fait des salles précises à l'intérieur desquelles il y aura telle manifestation, telle apparition, et chacune de ces apparitions dévoilera un morceau de l'histoire. Peut-être ferai-je intervenir directement Mara Silvra, peut-être multiplierai-je les scènes comme celles qu'il y a dans le salon de danse. Il en faut plus parce qu'en fin de compte on se rend compte que les opportunités prévues par le scénario pour diffuser l'information sont rares, et vous en tant que maître de jeu vous vous retrouvez à devoir diffuser cette information pendant la partie, et si vous ne l'avez pas planifié en amont, eh ben c'est un petit peu touchy à faire, donc la prochaine fois je choisirai les morceaux d'informations que je vais diffuser et je les prévoirai sur le parcours des aventuriers. De cette façon, je serai sûr qu'en 3 sessions, ils auront eu l'intégralité. Là, j'ai dû utiliser de l'artifice d'Agatha et de Mara Silvra à la fin parce que les aventuriers n'avaient pas tous les éléments pour comprendre ce qui s'était passé dans la maison. Voilà, donc ça c'est un écueil. Je vous donne ce conseil, essayez de prévoir en amont la diffusion de l'information tout au long de l'exploration en associant à des pièces ou à des moments précis eh bien des morceaux de révélation. Voilà, conseil. Alors la prochaine fois que je le maîtriserai également, eh bien je ne m'encombrerai pas du plateau Velleda, à la limite je le garderai comme je l'ai fait là, juste pour la session finale. En fin de compte, vous pouvez parfaitement utiliser par exemple une feuille de papier toute simple et dessiner à main levée sur une feuille de papier la progression des aventuriers. Ça va vous coûter beaucoup moins de temps, beaucoup moins d'énergie, ça va mobiliser moins de place, et si vous êtes soucieux de l'ambiance et du maintien de l'attention à la partie, tous ces petits détails font la différence. Le temps que vous ne perdez pas à dessiner, à effacer parce que en fin de compte vous vous êtes planté, etc. Tout ce temps-là est du temps gagné sur l'ambiance et l'attention que vous portez à vos joueurs. L'attention des joueurs, elle aussi, elle s'estompe lorsqu'ils se rendent compte que vous n'êtes pas tourné vers eux. Lorsqu'ils se rendent compte que vous êtes concentré sur autre chose, feuilletez votre livre de règles, feuilletez votre scénario. Lorsque vous n'avez pas les yeux posés sur eux, eh bien ils sentent que c'est un moment de flottement. On est dans une transition floue et donc c'est un moment où l'attention se perd. Et l'attention est difficile à récupérer. Donc, ne la perdez pas ou perdez-la le moins possible, le moins de fois possible. Et notamment, le dessin du plan est une source d'une perte de temps considérable. Donc, première technique, utilisez une feuille de papier volante. N'hésitez pas. Voilà, hop, au fur et à mesure. Et puis, vous la reposez sur la table. À moins que vous n'utilisiez des figurines, bien entendu. Deuxième technique très sympa, c'est d'utiliser
des cartes Bristol, des petites fiches Bristol ou des feuilles toutes simples. Ça, c'est hérité du système de Fate, Fate, le jeu de rôle, où vous allez en fait jouer les pièces de façon abstraite, en écrivant le nom de la pièce sur la feuille de papier, en la posant sur la table. Eh bien, de cette façon, vous mettez un certain niveau d'abstraction dans l'exploration de la maison et vous maintenez encore plus l'attention et l'ambiance de la maison. Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo si ça peut vous brancher. Comment utiliser ce système de cartes qui est très, très, très utile et très puissant. Bon alors voilà, chers amis, ça a été une vidéo un petit peu longue, c'est un compte rendu de partie, j'avais beaucoup de choses à vous dire. J'espère que vous y aurez glané des idées, des astuces pour que votre maîtrise du manoir des lamentations soit la plus réussie possible et que vous passiez un aussi bon moment que moi. J'espère que vous avez trouvé l'emplacement du lien vers la feuille de personnage Ravenloft de Sylvain Soumis, que je remercie encore chaleureusement. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous l'avez maîtrisé, si vous avez des questions, si certaines choses vous semblent pas très claires, n'hésitez pas, laissez-moi ça en commentaire, je lirai tout ça et puis je vous répondrai. C'est promis. Une petite annonce à vous faire juste avant de vous quitter. Vous pourrez me retrouver pendant le mois de novembre sur la chaîne Twitch Ultima Werba, la chaîne d'Olivier Larue, qui reçoit des personnalités plus ou moins connues, en l'occurrence moi. Le mardi soir, je vais avoir la lourde tâche de faire jouer à Olivier un scénario de Donjons et Dragons 5e édition, préparé par mes soins. J'espère que ça va vous plaire. Il y aura 4 sessions, il va jouer son personnage des plus bas niveaux jusqu'au plus haut. On va comme ça découvrir la saga de son personnage. Ce sera un scénario en one-to-one. Donc j'ose espérer que vous pourrez être nombreux pour venir voir cette partie, voir un petit peu comment je mets en œuvre tous ces trucs et astuces dont je parle dans mes vidéos, même si vous avez pu en avoir un petit aperçu dans le petit actual play que j'ai fait avec Sébastien Brébor, les chroniques de Brébor. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur la chaîne, vous allez trouver ça, on s'est régalé à jouer ça. Donc soyez nombreux les mardis soirs 21h normalement sur la chaîne Ultima Werba. Je vais mettre un petit lien juste en dessous de cette vidéo. Venez me soutenir à tout le moins, faire un petit salut, et si vous voulez partager cette aventure avec nous, vous serez les bienvenus. Allez, je vous laisse, j'ai d'autres vidéos à préparer, d'autres bandes dessinées, scénarios, livres de jeux de rôle à lire et à vous présenter. Donc je vous dis à la prochaine fois, amusez-vous bien, plongez bien dans l'horreur de Ravenloft et dans la terreur des brumes. À bientôt les aventuriers.